Ici, ce que je voudrais faire maintenant avec vous, c'est comparer les ASBL avec l'opposé, justement, donc les sociétés à responsabilité limitée. Les anciennes SPRL, en fait. Vous avez sans doute déjà entendu parler de SPRL. Maintenant, donc, ça a changé depuis 2019, où il y a eu une réforme du Code des sociétés et des associations. Donc les SPRL, Sociétés privées à responsabilité limitée, s'appellent maintenant, on a perdu le P, c'est des sociétés à responsabilité limitée. Les principes globaux sont quand même relativement identiques. Là, on change complètement de projet. Quand on est dans une ASBL, le but, c'est de ne pas s'enrichir et c'est de pouvoir développer un projet culturel, par définition, dans les ASBL que l'on a évoqués jusque maintenant. Tandis que dans une société à responsabilité limitée, là, le but, c'est clairement de s'enrichir. Et c'est écrit noir sur blanc dans les statuts. Il y a une ligne dans les statuts qui dit précisément que les actionnaires de la SBL, de la SRL, justement, si je me trompe moi-même, on ne va jamais y arriver, mais ont pour but de s'enrichir. Le secteur dans lequel on rencontre beaucoup plus de SRL, c'est plutôt le marché de l'art, évidemment. Donc on rencontre là assez peu d'ASBL, mais beaucoup plus de SRL, voire même de sociétés anonymes. On en rencontre aussi pas mal dans l'audiovisuel. Et on verra que, notamment pour des raisons de financement, vous avez des producteurs qui ont les deux, en réalité, donc qui ont créé les deux formes sociales, parce que, typiquement, dans une ASBL, vous allez pouvoir rechercher plutôt des subsides comme source de financement, alors que dans la société à responsabilité limitée, vous allez plutôt chercher une autre forme de subside qui est liée au tax shelter. Le tax shelter, on le verra au tout dernier cours. Donc, les SRL sont quand même des structures que l'on rencontre régulièrement dans le secteur culturel, même si ce n'est pas même si ce n'est pas la majorité, ça ne le sera probablement jamais. Alors, quelle est la définition de notre société à responsabilité limitée? La SRL est donc une société dépourvue de capital dont les actionnaires n'engagent que leur apport. On a vu la question de la responsabilité des membres d'une ASBL. Bien, ici, pour les SRL, on a aussi une limitation de responsabilité. On a plusieurs informations dans cette définition. Donc on sait qu'on n'a pas de capital, mais on sait que les créateurs de la structure vont devoir apporter quelque chose, ce qu'on appelle ici l'apport. Donc avant, le capital, c'était quelque chose, c'était un montant fixe qui était prévu par la loi et qu'il fallait pouvoir mettre sur le compte sur un compte bancaire, aller devant le notaire et dire voilà, on a constitué le capital pour la création de notre société. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc on n'a plus de capital minimum qui doit être prévu, qui est imposé par la loi, mais on va voir qu'on va avoir une logique quand même plus liée à la gestion de la structure en fonction des revenus qu'elle va pouvoir elle-même générer, pour pouvoir s'assurer qu'avec la somme que l'on détermine nous-mêmes, avec l'aide d'un expert comptable évidemment, mais la somme que l'on détermine nous-mêmes, on doit pouvoir justifier qu'elle va être suffisante pour permettre à la société de pouvoir exercer et développer ses activités. Mais donc du coup, il n'y a plus de capital, mais il faut quand même apporter quelque chose. Mais ce quelque chose, c'est vous qui le déterminez. Si vous créez une SRL dans le domaine informatique, a priori, il y a assez peu il y a beaucoup d'emplois dans le domaine informatique et du coup, vous pourriez considérer que votre apport va être beaucoup plus faible par rapport aux perspectives de facturation que vous pourriez avoir auprès de vos clients. Alors que dans une société peut-être justement une société de production dans le secteur culturel, là, peut-être qu'on va devoir prévoir un apport un peu plus important pour pouvoir montrer par la suite que cet apport est suffisant pour pouvoir permettre à la société d'entamer ses activités. Donc on a une logique quand même différente, où vous êtes quand même obligé d'apporter quelque chose avec pour but ultime de le faire fructifier et que ça vous revienne potentiellement beaucoup plus. Mais c'est ça la logique. Le but étant de vous enrichir en bout de course. Donc, du coup, maintenant, dans une société à responsabilité limitée, on n'a pas du tout parlé d'apport pour les ASBL. Une ASBL n'a pas besoin d'apport. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de l'argent sur le compte bancaire d'une ASBL pour pouvoir la créer. Mais pour les sociétés à responsabilité limitée, vous allez donc devoir faire ce fameux plan financier pour pouvoir montrer que ce que vous avez prévu est suffisant. Le plan financier donc, va tenir compte de ce que vous apportez, mais aussi de ce que la société va pouvoir facturer dès qu'elle va être active. Puisque une fois qu'elle va être active, il va forcément y avoir des revenus qui vont y être intégrés. Et le plan financier donc, a pour but de vérifier la viabilité de votre structure pendant les premières années. Le but du jeu étant de ne pas tomber en faillite dans les 2 ans.
Si vous tombez en faillite dans les 2 ans, ben là, on considérera que la société n'avait pas eu suffisamment d'apport. Et donc là, ça peut être un cas de mise en cause de responsabilité des actionnaires, donc ceux qui ont créé la structure. Mais en dehors de ce cas spécifique-là, à partir du moment où les 2 ans se sont écoulés, la SBL, la SRL, je suis tellement habitué à parler d'ASBL que je le dis de manière mécanique maintenant, mais donc la SRL n'exposera plus de responsabilité pour les actionnaires en tous les cas. Alors, au niveau de la création, on aura la même étape qu'une ASBL, donc on aura la rédaction des statuts, sauf que c'est plus vous qui allez tenir la plume. On a vu que pour les statuts, la plupart du temps, pour les ASBL, vous le faites vous-même. C'est plutôt exceptionnel de passer devant un notaire. Alors que pour une SRL, c'est obligatoire. Donc en fait, c'est votre notaire de votre choix qui va rédiger les statuts de votre future société et qui les fera signer le jour de la constitution. Comme pour les ASBL, vos statuts doivent reprendre toute une série de mentions légales obligatoires, mais ça, je ne vais même pas vous embêter avec ça, puisque c'est le job du notaire de s'assurer que tout ça est en ordre. Donc, il n'y a pas besoin de s'en tracasser. Vous devrez apporter auprès de votre notaire ce fameux plan financier qui va montrer que la structure est suffisamment viable pour pouvoir passer les premiers orages de la vie, on va dire ça comme ça. Le notaire, lui, s'occupe de la publication, donc c'est lui qui s'occupe de tout. C'est exactement l'inverse, c'est les mêmes étapes que pour l'ASBL, sauf que pour les ASBL, c'était vous qui deviez le faire vous-même, alors qu'ici, le notaire va vraiment piloter la création de la structure. Tout ça sera ensuite déposé au greffe du tribunal de l'entreprise, comme pour une ASBL, donc c'est la même chose, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Et en bout de course, vous retrouvez tout ça sur le site de la Banque Carrefour, que je vous avais déjà présenté au tout début du cours, et pour lequel vous retrouvez le lien sur l'UV. Au niveau des caractéristiques de la société à responsabilité limitée, on est dans une personne morale. Donc tout ce qu'on a déjà vu par rapport aux personnes morales est tout à fait transposable ici, avec donc la possibilité d'avoir des droits et des obligations. Un des droits qu'une SRL pourrait avoir dans le secteur culturel, c'est justement l'accès notamment au régime du tax shelter, alors que ce n'est pas le cas pour une ASBL. C'est une illustration parmi d'autres. Elle va forcément avoir son patrimoine propre, puisque dès la création de votre société, elle a déjà de l'argent sur le compte, puisque c'est l'argent que vous avez vous-même apporté, qui a été prévu par le plan financier. Donc il y a déjà de l'argent sur le compte le jour où la société est créée, et puis à partir de là, elle exerce ses activités, elle va dépenser cette somme d'argent pour essayer ensuite de le faire fructifier et d'avoir des revenus supplémentaires sur lesquels elle sera taxée. Et vous, en bout de course, vous pourrez peut-être avoir un dividende ou ce genre de choses, qui est donc un prélèvement sur le bénéfice que la société va faire. Vous voyez, on a vraiment une logique complètement différente de ce que l'on va avoir dans une ASBL. Le but du jeu ici, ultime, étant de s'enrichir. Je vous ai parlé de la responsabilité, je vous ai parlé donc de l'enrichissement des actionnaires. Leur responsabilité donc, est limitée à leur apport. Donc si par contre la société tombe en faillite, l'apport il est perdu. Donc c'est un investissement qui par définition est risqué. Comme pour n'importe quelle société, si la société tombe en faillite, l'argent sert à rembourser les dettes, mais qui par définition, si la structure tombe en faillite, par définition, ça veut dire qu'il y a plus de dettes que de capital, et donc il y aura probablement quelque chose, un reliquat qui ne sera pas payé. Tant qu'on n'est pas dans des faillites, on va dire, frauduleuses, donc dans des hypothèses où la société a été bien gérée, il n'y a pas en principe de mise en cause de la responsabilité des administrateurs. Ça peut arriver dans certains cas, mais c'est des cas assez extrêmes, et ça, je ne vais pas vous assommer avec ça aujourd'hui. OK ? Comment est-ce que la société est gérée ? Comme pour une ASBL, nous avons une assemblée générale d'un côté, qui rassemble cette fois-ci les actionnaires. Donc, différence entre les deux, c'est que dans une ASBL, on a les membres. Dans une SRL, ce sont des actionnaires, donc qui détiennent les actions de la structure, les actions étant directement rattachées aux sommes d'argent qui ont été apportées par les uns et les autres. Donc, s'il y en a un qui a apporté 90% des sommes d'argent et l'autre 10%, on va partager les actions sur cette base-là. Il y a plein d'exceptions, de nuances à apporter, mais enfin, c'est le principe de base. Donc les actions reflètent le capital que l'on a apporté. On n'a rien de tel pour une ASBL, puisque pour une ASBL, on n'a pas de capital de départ, on n'a pas d'apport à devoir faire, et du coup, il n'y a pas d'action non plus. Ensuite, une fois que vous avez votre
assemblée générale, donc votre assemblée générale va prendre les grandes décisions, et puis ce sera un conseil d'administration qui les mettra en œuvre, comme pour une ASBL. Donc on est aussi dans une structure pyramidale. OK? Est-ce que c'est clair? Pas très compliqué, hein?